Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire un historique rapide de l'évolution de la préparation physique au fil du temps et puis surtout vous donner ma vision qui est subjective et vous donner mon point de vue. Alors d'abord, on va dire que le tennis est né vers les années 1900 avec la création de la Coupe Davis en 1900 justement. Et on peut dire que dans cette première moitié du siècle, la préparation physique n'était pas du tout au centre des intérêts du joueur. En effet, le but était d'être bien habillé, on jouait en costard, on jouait en pantalon, on jouait en chaussures de ville et clairement la beauté était plus importante que la performance physique. Alors certes, il y avait déjà une notion de compétition et de gagner, mais on n'était pas encore au niveau de « il faut faire de la préparation physique pour pouvoir gagner ». Il y a une seule exception, une joueuse exceptionnelle, c'était Suzanne Lenglen, qui déjà, grâce à son père, avait un entraînement physique très rigoureux. Elle faisait de la boxe tous les matins, elle faisait sa corde à sauter et elle essayait vraiment de s'entraîner physiquement en vue de gagner. Et ça a marché, ça a été l'une des plus grandes championnes, elle a beaucoup gagné. Donc son père était peut-être visionnaire finalement, même s'il avait l'image d'un tyran. Donc merci Suzanne. Alors ensuite, ça n'a pas évolué pendant assez longtemps. Et le fait que ça s'est développé, on peut se poser la question pourquoi ? Est-ce que c'était un état d'esprit qui a finalement changé ? Moi je pense que quand même il y a eu une influence avec l'évolution du matériel. En effet, avant on jouait avec les raquettes en bois. Alors certes, les raquettes en bois étaient très difficiles pour le corps. À l'époque aussi, au niveau du règlement, il n'y avait pas de tie-break. Donc on pouvait faire des 5-7 avec au premier set un 24-22. Donc les matchs pouvaient être longs, très durs physiquement avec la raquette en bois. Mais ça n'empêche que quand la raquette en métal a été inventée, que le cordage a évolué aussi, on est passé du boyau de mouton ou de bœuf à vraiment du synthétique. La puissance du jeu s'est augmentée. Et du coup, les blessures également ont fait leur apparition. Et surtout, voilà, on s'est rendu compte que la puissance avait un intérêt majeur pour la performance. Donc à mon sens, l'évolution du matériel a été une notion clé. Donc je sais que dans les années 1960, il y avait déjà de la préparation physique, mais elle n'était pas encore très développée, elle commençait tout doucement à se développer. Et pour moi, il faut vraiment attendre Boris Becker avec l'un des plus grands serveurs, le premier en fait gros serveur qui dépassait pour la première fois les 200 km/h grâce justement à l'évolution du matériel et de sa raquette. On s'est rendu compte que la puissance était hyper importante et on a décidé de tout miser là-dessus. Donc la préparation physique, c'est vraiment orienté sur la puissance et sur la force. Donc c'est l'évolution, c'est l'apparition aussi des grands joueurs. Il y a des grands joueurs qui s'y ont mis. Avant, il y avait vraiment un peu toutes les tailles, entre guillemets. Et là, à partir de là, les grands ont commencé à faire leur apparition. C'était les premiers, avec notamment les gros serveurs. Et cette fois-ci, l'évolution est venue des règles du jeu. En effet, il y avait tellement de gros serveurs, notamment à Wimbledon, où avant on faisait service volé, on adorait le jeu vers l'avant. On s'est rendu compte qu'à cause des raquettes, il y avait beaucoup d'ace et qu'il y avait peu d'échanges et que le spectateur moyen s'ennuyait. Donc on a décidé de commencer tout doucement à ralentir les surfaces. Donc cette évolution du physique et aller jusque dans les années 2000 à peu près à mon sens. Et ma vision personnelle, c'est qu'à cette époque, on a commencé à mettre la préparation physique vraiment au cœur de la performance, c'est devenu hyper important. Et pour moi, c'est vraiment la vision de le joueur doit atteindre un haut niveau coûte que coûte. Peu importe si on casse le joueur, peu importe si le joueur finit cassé à la fin de sa carrière, l'objectif c'est la performance à tout prix. Et je pense que ça se ressent dans les carrières. Je pense à Borg qui finit sa carrière à 26 ans usé. Alors certes, c'est pas que physique, c'était surtout mental, il ne supportait pas l'idée d'être numéro 2 mondial à partir du moment où il a perdu sa place de numéro 1, qu'il a perdu ses titres, il a décidé d'arrêter, il a eu aussi des menaces de mort, donc je pense que c'est quand même psychologique, mais voilà, c'est quand même une image, un symbole, qu'à cette époque-là quand même, on finissait sa carrière très jeune, très tôt, et même jusque dans les années 2000, tous les joueurs à partir de 30 ans étaient usés, tout le monde prenait sa retraite à 30 ans, et la moyenne du joueur de tennis bon, il était entre 22 et 25 ans, et il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui arrivaient, à 20 ans, qui étaient super bons. Je pense à Lleyton Hewitt, numéro 1 mondial à 20 ans. Et tous ces joueurs qui à l'époque arrivaient à 19 ans, 20 ans, qui arrivaient à performer. Par contre, avec beaucoup de prises de retraite très tôt, vers 28 ans, 29 ans, 30 ans. Il y avait vraiment des exceptions. Dans les exceptions, il y avait Jimmy Connors qui a tenu jusqu'à 40 ans. André Agassi, jusqu'à 36 ans. Mais voilà, ça reste quand même assez rare. C'est plutôt l'exception. Donc des joueurs un peu brisés, le changement de règlement. À partir de là, des années 2000, on décide de ralentir les surfaces pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Et on arrive à un style de jeu de nos jours où le style de jeu classique, c'est le contreur. Donc Djokovic en est l'exemple. Alors bien sûr, les joueurs savent tout faire, ce sont des excellents serveurs quand même. Ils savent très bien retourner, c'est le gros point fort de cette nouvelle génération. Et puis surtout, un gros déplacement. Donc cette fois, le physique, le fait de changer la règle et de ralentir les surfaces, à augmenter les échanges, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la puissance le plus important, mais la capacité de tenir et d'avoir des bons déplacements. Donc d'être rapide, explosif et de pouvoir ainsi se déplacer dans toutes les directions et surtout de tenir. Donc la préparation physique, à ce moment-là, c'est orienté donc davantage sur la puissance du bas du corps
et voilà, de l'endurance. Pour moi, l'image des années 2000 à 2010, c'est vraiment cette notion de la préparation physique est devenue incontournable. Je trouve qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de préparateurs physiques. Maintenant, on sait que tout le monde a son préparateur physique. C'est juste obligatoire. Le coach ne peut plus tout faire. Avant, c'est le coach qui était tout, préparateur mental, préparateur physique, manager, etc. Maintenant, il ne peut plus. Il est obligé de déléguer la préparation physique. Et il y a des experts vraiment de préparation physique au tennis. Chaque joueur a son propre préparateur physique. Toutes les structures ont également le leur, donc les académies, etc. Donc tout le monde a son préparateur physique et la préparation physique est devenue vraiment un domaine très poussé, très pointilleux. Nous avons vraiment des gros experts. Alors attention à cette notion d'expertise, on est vraiment dans le millimètre, on est vraiment à la seconde près, au pourcentage près, on est vraiment, les joueurs sont devenus comme des robots, je trouve à mon sens, mais il y a quand même quelque chose qui commence à changer dans les années 2000-2010 avec cette notion de développement de la préparation physique, c'est la notion de il ne faut plus que le joueur arrive usé en fin de carrière, on veut préserver le joueur, on veut qu'il y arrive à tenir sur la durée. Et ça, c'était très novateur. Et je me rappelle encore de Pierre Paganini, le coach de Federer, qui j'avais vu une interview de lui quand Federer avait 22 ans quand il n'était pas encore numéro mondial et qui disait « Moi, attention, je ne veux pas qu'il réussisse tout de suite. Là, on est en train de construire un physique pour qu'il tienne sur la durée et qu'il ait une très longue carrière. » Je me rappelle encore de ça et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Federer a 38 ans, il est encore numéro 3 mondial il y a quelques semaines et il est capable de performances incroyables à son âge. C'est juste monstrueux. Donc il y a cette notion de préserver l'athlète, de le faire durer, de l'intégrité physique du joueur. Et on peut penser que Federer était une exception et sauf qu'on se rend compte que de nos jours, en fait, la donne a complètement changé et les meilleurs joueurs sont les joueurs plus âgés. Il y a les Djokovic, les Federer, les Nadal. On a dit que Nadal avait un jeu physique, il n'y arriverait jamais à perdurer sur la durée, justement, qu'à 28-29 ans, il serait complètement usé. Il a 33 ans, il est super performant, il vient de gagner Roland Garros. Le mec est monstrueux. Alors certes, on peut dire que ce sont juste des monstres, des extraterrestres. Federer, Djokovic, Nadal, ce sont des exceptions et on ne peut pas les cibler comme exemple et il faut se regarder les autres joueurs. Sauf que moi je trouve que c'est pas suffisant, je trouve que globalement quand même sur le circuit, ça a évolué. Les joueurs maintenant de 28-29 ans sont bien meilleurs qu'avant. Avant, le jeune de 20 ans, c'est lui qui avait le physique pour lui, c'est lui qui était le meilleur. Parce qu'à 27-28 ans, on perdait physiquement. De nos jours, les gens de 27-28 ans sont aussi performants physiquement parce qu'ils se connaissent mieux en plus. Du coup, je trouve qu'ils sont meilleurs que les jeunes. On voit rarement un jeune de 20 ans gagner un grand chelem de nos jours. Il y a quand même les Thiem, les Zverev, les Tsitsipas qui ont dû travailler. On a l'impression qu'ils sont jeunes, c'est la nouvelle génération, mais quand même, Thiem à 27 ans, ça fait déjà 8-9 ans qu'ils sont sur le circuit. Ce n'est pas des genoux qui arrivent en 1 an, 2 ans. Donc je trouve que cette notion s'écarte. Et Kuerten d'ailleurs a dit récemment que bientôt, jouer jusqu'à 40 ans, ce sera la moyenne. Et je l'ai trouvé visionnaire et je trouve que, je pense que c'est vrai. Donc voici mon pronostic. Dans quelques années, si les conditions sanitaires nous le permettent, les joueurs pourront jouer jusqu'à 40 ans et forcément, il y aura beaucoup plus de records, enfin beaucoup plus de gens sur la durée en tout cas. Et c'est pour ça aussi que les records se cassent, parce que forcément, Federer, Djokovic, Nadal, ce sont des mutants, mais c'est aussi grâce à leur préparateur physique parce qu'ils ont su jouer au haut niveau. On a bien vu que Borg, mentalement, a croulé à 26 ans. Federer, Djokovic, Nadal, ils ont tous eu des gros échecs et pourtant ils ne sont pas dit « Ah bah tiens, je vais arrêter ». Ils ont continué. Et surtout, le corps leur permet. Il y a plein de champions qui, à 30 ans, ont dit « Je ne peux plus continuer ». Eux, ils arrivent à continuer. Donc clairement, cette notion de prépa physique a complètement changé. Voilà, on est passé de « Je ne m'en occupe pas » à la puissance, notamment pour servir, à en fait, il faut être capable de se déplacer très rapidement et très longtemps, à il faut préserver le joueur et avoir des qualités dans tous les domaines. Donc voilà pour l'évolution, en tout cas ma vision de l'évolution de la préparation physique. Où est-ce qu'on en est de nos jours? Alors certes, l'intégrité physique du joueur est toujours au centre, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Alors je sais qu'au niveau de la rigueur, ça a progressé aussi. Je sais que dans les années 80, temps d'Yannick Noah, il y avait quand même beaucoup plus de gens qui vivaient la fête avant une finale de Grand Chelem, ou en tout cas avant des matchs de circuits internationaux. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui faisaient la fête, ils étaient beaucoup moins rigoureux. Aujourd'hui, on sait que c'est de moins en moins le cas. Je me rappelle encore Thomas Sandqvist que j'ai eu l'occasion avec qui d'échanger et qui nous avait dit, lui à son époque, lui ne sortait jamais, mais il y avait plein de joueurs encore qui sortaient avant les matchs. Et voilà, je suis peut-être victime des réseaux sociaux, c'est peut-être une mauvaise image, c'est peut-être des exceptions, mais quand je vois encore certains joueurs qui font McDo juste après le match, même si c'est pour le buzz, même si c'est pour la communication, je trouve ça encore choquant. J'ai vu de mes propres yeux beaucoup de joueurs ne pas du tout faire attention sur la nutrition. Donc pour moi, cette rigueur est encore une évolution. Le joueur peut être capable d'être encore plus rigoureux, et notamment en dehors de la prépa physique sur ce qui est nutrition principalement. Je sais que dans la récupération, ils sont tous extrêmement sérieux. Ils font beaucoup de renforcement avec les élastiques, ils s'échauffent bien, ils ont des masseurs vraiment spécialistes. Donc voilà, donc la récupération est quand même assez bien effectuée, je trouve.
Mais voilà, je pense que la rigueur peut être encore améliorée. Du côté de la préparation physique pure, je trouve qu'on est arrivé à un niveau où il n'y a que des experts qui sont très solides dans leur domaine. Attention, je trouve qu'on est un peu trop dans le, même si c'est sur l'intégrité physique, qu'on est encore un peu trop sur le corps est un robot et on a des chiffres, tant de chiffres, tant de chiffres, tant de chiffres, on ne s'adapte pas encore assez aux ressentis personnels, aux formes du jour. Alors je sais que les meilleurs préparateurs physiques évidemment le font et y arrivent, donc c'est très bien. Mais voilà, attention, c'est mon petit cri d'alarme, attention, nous ne sommes pas des robots, il faut aussi prendre en compte la dimension psychologique. Pour l'instant, elle n'est pas assez prise en compte, on prend vraiment le corps comme un outil de travail qui n'est pas dépendant des émotions. Donc je trouve ça assez dangereux et assez compliqué. Donc voilà, je sais que ça se développe bien, mais voilà, je pense qu'on va aller encore au-delà dans les prochaines années. Voilà pour ma vision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez l'évolution et surtout où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette notion qu'on est expert de la préparation physique, on maîtrise quasiment tous les paramètres? Est-ce que peut-être, attention, c'est un peu trop robotisé ou est-ce que pour vous, au contraire, on a réussi à être parfaitement dans l'humain, dans l'intégrité physique? C'est vraiment l'objectif majeur de la préparation physique de nos jours. Est-ce qu'on a réussi ou pas? C'est la question que je vous pose. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Donc demain, ce sera sur justement les enjeux de la préparation physique actuelle de nos jours. Voilà, quels sont les buts de la préparation physique, en tout cas officiels, ce qu'on essaye de faire. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Regardez l'évolution un peu de la préparation physique. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.